Bonjour, mon nom est Robert Paré. Mes ancêtres sont originaires de Saint-Joseph-des-Érables et je suis fier aujourd'hui de vous présenter l'histoire de notre fierté régionale, le Moulin des Fermes. Le Moulin des Fermes, un des premiers et aussi le plus vieil établissement beauceron. Situé dans un site enchanteur le long de la rivière des Fermes, ses ruines témoignent de notre passé. Bâti sous le régime seigneurial en 1738, il n'a cessé de produire la farine nécessaire à la survie des premiers colons et plus tard à nourrir les habitants des alentours. Au fil du temps, d'autres façons de se procurer de la farine ont mené à sa fermeture. Même fermé, il a continué à être un lieu de rassemblement pour les citoyens de Saint-Joseph. Qui plus est, ses fondations sont encore là pour témoigner de son importance pour la communauté. Avant la colonisation de la région, une population française était déjà bien installée en Nouvelle-France, le long du fleuve Saint-Laurent et de ses tributaires. L'Acadie, à l'est, et la Nouvelle-Angleterre au sud, étaient quant à elles occupées par les Anglais. La région n'était donc que peu occupée, sauf pour les Abénaquis de passage, qui étaient repoussés par les Anglais et remontaient vers le Saint-Laurent. Les forêts constituaient un réel obstacle contre l'invasion de Québec par les Anglais du Sud. Néanmoins, par crainte que la Nouvelle-Angleterre n'étende ses frontières jusqu'au Saint-Laurent et que les Anglais d'Acadie ne revendiquent le territoire jusqu'à Lévis, la Nouvelle-France se devait d'occuper la future Nouvelle-Beauce. Une première tentative d'établissement remonte à 1696, alors que François Desjordis de Cabanac se fait concéder 2 lieues de terre sur la Chaudière, correspondant au fond de Saint-Joseph. L'entreprise n'a cependant pas connu de suite concrète. En Nouvelle-Beauce, plusieurs seigneuries ont été accordées par les intendants Beauharnois et Hoccard. C'est en 1736, particulièrement, que 3 seigneuries ont été concédées. Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce à Thomas-Jacques Taschereau, Saint-François de la Nouvelle-Beauce à François-Pierre Rigaud de Vaudreuil et Saint-Joseph de la Nouvelle-Beauce à Joseph Fleury de la Gorgendière. La flèche bleue montre la seigneurie de Saint-Joseph qui a été choisie par Joseph Fleury pour ses caractéristiques avantageuses. La proximité de la rivière qui était alors la seule route, les terres fertiles et la proximité d'un pouvoir hydraulique à la rivière des Fermes. Il est à noter que Taschereau et Vaudreuil étaient tous deux gendres de la Gorgendière et que l'épouse de Joseph Fleury était Claire Joliette, fille de Louis Joliette, qui a découvert le Mississippi avec le père Marquette. Taschereau et Vaudreuil, tous deux genres de Fleury, étant trop occupés, c'est Joseph Fleury qui a pris les devants. Il a donc été le développeur de ces 3 seigneuries, notre premier vrai entrepreneur beauceron. Mais que sont une seigneurie et le régime seigneurial? C'est un mode de distribution et d'occupation des terres implanté en 1627 par la Compagnie des Cent Associés et basé sur le système féodal français. Il a perduré sur le régime anglais et a finalement été aboli en 1854. Oui, mais là, ce qui est arrivé, là, à un moment donné, c'était un régime seigneurial qu'il y avait là. Ensuite, là, ils ont fondé le nouveau gouvernement qui s'occupait de la colonisation. Il y avait une rente à payer, là, les rentes seigneuriales, là, qu'on appelait. On payait une rente sur notre compte de taxes. Même, on l'a vu, je l'ai vu même au début, quand j'ai pris la ferme, c'était marqué rente seigneuriale, mais là, ils ont arrêté ça, là. La distribution des terres se faisait par concession de terrain. Une concession suppose un transfert de droits d'utilisation et non de propriété. En outre, la concession imposait des obligations, autant aux seigneurs qu'aux colons. Le représentant du roi concédait un important territoire au seigneur. Ce dernier devait, à son tour, concéder des censives, des terres, aux colons.
Le seigneur était le maître de sa seigneurie. Il était responsable de l'administration, de la protection civile et de la justice. Mais surtout, les obligations de Joseph Fleury en regard de l'intendant étaient de tracer un chemin pour accéder à Québec, construire un moulin à blé et un moulin à scie, construire et habiter son manoir en permanence et attirer des colons. Pour attirer ces derniers, il convenait donc aussi de construire une église, de l'équiper des instruments sacerdotaux et de recruter un prêtre. Quant aux colons, appelés censitaires, il avait l'obligation d'occuper et défricher son lot. Il était appelé censitaire parce qu'il devait payer un cens, qui était une taxe annuelle payée en argent ou en nature. Il avait aussi l'obligation de fournir du temps au Seigneur pour construire et entretenir les infrastructures, comme les routes et les bâtiments. Il devait de surcroît utiliser les facilités du Seigneur, entre autres du moulin banal et d'en payer la banalité en argent ou en nature avec le 14e minot. Le censitaire ne pouvait aller ailleurs que si le Seigneur ne respectait pas un temps raisonnable pour moudre son grain. Pourquoi le moulin à farine était-il si important pour les habitants? Le pain était la base de l'alimentation. Un homme consommait 1 kg de pain par jour, ce qui équivaut à 4 pains d'aujourd'hui. Les habitants avaient besoin de farine toute l'année. Mais la farine ne se conservait qu'un mois sans agent de conservation, comparativement au grain qui se conservait toute l'année. À cette époque, le blé était principalement consommé, l'avoine, c'était pour les chevaux. Un moulin à farine nécessite une rivière à proximité, avec un débit d'eau suffisant et la possibilité de faire un barrage pour avoir une réserve d'eau. L'hiver, la roue à godet devait être située à l'intérieur du moulin pour prolonger la période de fonctionnement à l'abri du gel. Pour situer la maquette, la rivière Chaudière est là, la côte des Fermes est ici. La maquette montre le site quand le moulin est en activité. On peut voir la rivière, la chute, on voit le moulin avec sa grange et le camping actuel. Les bords de la rivière étaient habités. Il y avait des maisons, il y avait des chalets, des hangars. Il y avait même un atelier de menuiserie à l'emplacement du camping actuel. Puis plus haut sur la rivière, au trou à Louisette, il y avait un moulin à scie. Mais pourquoi une grange? Le meunier habitait son moulin et avait besoin d'un cheval pour aller au village en voiture. Il avait besoin de nourriture aussi. Il avait besoin d'une vache, des cochons, des poules et un jardin. Mais la première activité du meunier, c'était de moudre du grain. Les cultivateurs arrivaient, montaient la côte, arrivaient en arrière du moulin où ils déchargeaient le grain. Mais pour faire tourner un moulin, ça prend un barrage puis une dalle pour amener l'eau au moulin. Le barrage était situé entre deux grosses roches. Pour retenir l'eau, le barrage était fait de planches retenues par des caissons remplis de roches. Plus tard, ils ont utilisé du béton. On voit encore les ancrages dans les roches. La dalle partait d'un canal creusé dans la roche et se rendait jusqu'au moulin. Au début, la dalle était faite en pruche posée sur des chevalets en cèdre. À la fin, c'était un tuyau en acier. Dans les années 60, on a eu besoin de sable et de gravier pour faire le relevé, la route qui mène au pont, et le terrain de l'Autrigie. Le sable a été prélevé ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit un terrain beaucoup plus grand qu'il était à l'époque. Les ruines qu'on voit aujourd'hui dateraient de 1845 et non de 1736. Le contrat de reconstruction de 1844 demandait d'asseoir le nouveau moulin directement sur le roc après avoir nettoyé tout de l'ancien. Les ruines qui restent aujourd'hui sont incomplètes. Le moulin se rendait presque dans le fond de la rivière. L'autre bout du moulin a été aussi enterré quand ils ont construit la piscine dans les années 70. Les fondations du mécanisme à l'intérieur sont presque disparues.
Le moulin a d'abord appartenu à la famille de la Gorgendière, au moins jusqu'en 1854, lors de l'abolition du régime seigneurial. En 1772, François Nadeau était le meunier à la fois de Saint-Joseph et de Sainte-Marie. Le moulin a ensuite appartenu à divers propriétaires privés. On sait qu'en 1873, Prudent Dubreuil-Meunier le vend à Jean-Évangéliste Nadeau-Meunier. En 1898, il a été vendu à la porte de l'église paroissiale, où il a été acheté par Phileas Plante-Meunier, qui l'a opéré jusque vers 1928. Il a alors été acheté par Joseph Pomerleau-Meunier, qui l'a opéré jusqu'à sa fermeture en 1947. Sa vocation de moulin à farine allait alors changer. En 1938, lors du deuxième centenaire de Saint-Joseph, une plaque a été apposée sur le moulin pour commémorer la fondation de Saint-Joseph. Une croix a aussi été érigée dans les fonds à l'emplacement de la première église bâtie sur le domaine seigneurial. 3 moulins ont été construits au même endroit. Le premier moulin a été bâti en 1738 par la Gorgendière. Le deuxième a été rebâti en 1772 par François Nadeau pour veuve de la Gorgendière. Après seulement 34 ans de service, on peut se questionner sur le pourquoi de sa reconstruction. Incendie, dommages ou qualité de construction. Le troisième et dernier a finalement été rebâti en 1845 par Pierre Fortier pour Dame Marie-Amable Aubry, veuve de Louis Fleury de la Gorgendière. Cette fois-ci, après 73 ans de service. Il a été bâti après avoir tout enlevé de l'ancien jusqu'au roc. Les 3 bâtiments ont assuré 224 ans de présence au même endroit. Les opérations avaient cessé en 1946 après 208 ans de service. Les ruines de ces dernières fondations sont toujours là après 287 ans d'histoire. Dans ce temps-là, le cultivateur arrivait en banneau. Il entrait le grain dans le haut du moulin où le meunier le moulait et l'ensachait pour ensuite le sortir par une dalle un étage plus bas en avant du moulin. Le cultivateur repartait avec sa farine et sa moulée. Je suis revenu avec un voisin faire moudre ici. On montait en haut, là, on descendait notre grain là, il se moudait, puis on descendait en bas, charger la voiture. On était en voiture avec les chevaux. Mais comment fonctionnait le moulin? Premièrement, un barrage fournissait de l'eau au moulin via une dalle en bois, ce qui entraînait tout un mécanisme pour fournir l'énergie aux opérations. La roue était dans la bâtisse, mais il fallait que l'eau rentre assez haut pour faire tourner la roue. Et là, la dalle arrivait presque dans le lormier, là. On la voyait passer. Là, il y avait un bras avec une palette, puis je détournais l'eau. Troisièmement, le grain était transvidé dans une trémie d'où il s'écoulait lentement dans les meules. Quatrièmement, le mécanisme actionnait la meule tournante au-dessus de la meule dormante et, en passant entre les deux, le grain était broyé. Cinquièmement, le bluteau démêlait les différentes farines émoulées et, bien entendu, la farine la plus fine valait plus cher. Quand on venait faire moudre ici, on récoltait la farine blanche. Les écales, ils appelaient ça le son. Fait qu'on récoltait ça, c'était pour les animaux. Puis, entre les deux, il y avait une farine qui n'était pas belle, on appelait ça du gru rouge. Ça, c'était pour donner aux animaux encore. Finalement, les différents produits étaient ensachés et le client chargeait et repartait. La farine était ainsi prête à être utilisée.
Les femmes cuisaient dans le temps, ils faisaient le pain. C'était assez d'ouvrage faire ça. Il fallait pétrir la farine, mélanger. Ils travaillaient ça avec leurs mains. Ensuite, ben, il est arrivé des boulangeries dans mon temps à Saint-Joseph. Jusqu'en 1854, sous le régime seigneurial, le moulin des Fermes était en situation de monopole. Après 1854, n'importe qui pouvait ouvrir un moulin. C'est ainsi que Georges Lessard opérait déjà un moulin à farine dans les années 1850 à la chute du trou à Louisette. Avec la révolution industrielle vinrent ensuite 3 nouvelles technologies. Premièrement, les améliorations techniques qui rendirent les anciennes meules désuètes. Deuxièmement, l'électricité qui permettait d'implanter un moulin n'importe où sans avoir besoin d'une rivière et qui pouvait le faire fonctionner jour et nuit, été comme hiver. Et finalement, le train qui apportait du blé de l'Ouest en grande quantité. Il est venu quelques fois ici, mais je suis là en même temps. L'électricité était arrivée. Il y avait juste les villes et les villages qui avaient le courant électrique. Puis là, la coop s'est mise à produire elle aussi, puis à couper les prix. Ben, nous autres, le courant électrique, c'était à tous les jours. Puis nous autres, c'était suivant les humeurs de la rivière. Puis en ça, quand ça voulait ici, commencer par dégeler la roue et ainsi de suite, ça finissait plus. Ben, c'était plus avantageux d'aller au village. Ensuite apparurent les meuneries industrielles et les petites boulangeries dans chaque village. Finalement, les coûts d'entretien d'un moulin artisanal étaient élevés. En 1946, le marché du moulin des Fermes est partagé avec les meuneries et les boulangeries, et le moulin a besoin d'entretien. Le propriétaire, Joseph Pomerleau, prend une décision et le moulin des Fermes cesse ses activités. Le moulin se détériorait beaucoup. Il y avait des infiltrations d'eau. La toiture, il a fallu qu'elle ait été faite. L'électricité est arrivée, puis là, ils ont formé la coopérative agricole de Saint-Joseph. Puis là, la coopérative, ils ont construit la meunerie au village qui marchait complètement électrique, avec des moteurs électriques. Ça fait que M. Pomerleau, lui, là, il dit « Mon affaire, là, c'est fini. » Il n'y avait plus de... Personne n'allait là. Il allait là au village. Fait que là, il a décidé de vendre. Ça, il a vendu. Le moulin des Fermes a été démoli en 1962. On avait trouvé ça de valeur. Il y avait eu un programme dans le temps qui, je ne sais pas si tu te souviens, là, les travaux d'hiver. Même j'ai travaillé un peu à la démolition. Il y avait engagé, c'était tous les gens du canton. Pour empêcher le chômage, bien, le gouvernement il donnait des subventions pour faire travailler. Même il creusait des ruisseaux, faire des gouttements. Puis de par les travaux d'hiver, là, il avait commencé à le démolir. Puis là, ils l'ont démoli. Là. Toute la population déplorait de voir fermer le moulin des Fermes qui avait si bien servi les cultivateurs tant d'années. Mais qui allait acheter ce site patrimonial? Oui, les acquéreurs, ben là, il y avait dans ce temps-là, c'était les curés. Hein. Là, c'est venu à vendre. Puis là, c'était inutile. Là. Il n'y avait plus question de fabriquer du grain là. Fait que là, ils voulaient. C'était quand même un beau site. Hein. C'était la chute. Puis là, il y en a qui étaient intéressés. Ils parlaient même de construire un hôtel. Fait que là, quand les curés ont vu ça, ils ont dit oui, un hôtel. Et dans ce temps-là, la boisson, hein, ils ne vendaient pas de boisson, Saint-Joseph, mais ils vont vendre de la boisson, ça va virer à quoi? Fait que le curé Houd, il dit il va régler le problème, il va l'acheter. Il a acheté le moulin. Puis il le faisait fonctionner, il fonctionnait encore. Il se faisait de la farine pour lui. Au presbytère, bien là, il y avait du monde, il y avait des vicaires, il faisait du pain. Lui. Il aimait ça, lui. Il aimait l'Antiquité. Puis il faisait sa farine. En 1947, un groupe de personnes
a formé le Centre social de Saint-Joseph pour lui trouver une vocation. Une grande souscription a permis d'acheter le moulin et dès 1948, le Centre social n'avait plus de dette. Avec le curé Hood comme président, il a été décidé d'en faire un centre de loisirs pour les citoyens de Saint-Joseph seulement, et c'est devenu l'OTJ. Des équipements y sont aménagés pour les loisirs de la municipalité. Là, c'est un endroit que le monde allait là pour pique-niquer, pour visiter, et c'était beau, la chute, puis En fait, c'était quand même un beau site, là, puis on ne pouvait pas faire de culture là. Hein. Ça a toujours été une place pour... les autres, ben là, ils l'ont exploité un peu, là, ils faisaient un barrage pour retenir l'eau, pour la baignade. Au début, le barrage est fait de caissons de bois remplis de pierres, puis remplacé par du béton. L'OTJ venait ici. Il y avait un bassin, puis les gens venaient se baigner. c'était des familles, c'était tout le voisinage, le village aussi peut-être? C'était surtout du village. Surtout le village? Oui. C'était fréquenté beaucoup l'été, puis surtout les fins de semaine. Puis, les gens de Saint-Joseph aimaient. Ils aimaient la place. Ils venaient là, puis ils venaient pour se reposer. Après une période de vandalisme et de vagabondage, un gardien est nommé, M. Joseph Pomerleau, l'ancien propriétaire. L'attraction principale est la plage où on peut y voir jusqu'à 200 enfants. Quand c'était l'OTJ, bien là, ils ramassaient les enfants du village l'après-midi, après dîner, et ils s'en allaient sur la place de l'église. Puis il y avait un monsieur qui avait l'Express, c'était lui qui livrait les colis que le train portait, il allait livrer les colis. Il y avait un assez gros camion. Puis là, les enfants s'en allaient sur la place de l'église. Là, ils les mettaient tous dans la boîte du camion. Ils baissaient le panneau, puis ils embarquaient. Puis là, ils les emmenaient se baigner. Le site prend de l'expansion. Sable, cabines, jeux, eau potable, magasins, tremplins, etc. Là, il avait fait comme un petit casse-croûte. Là, le monde s'achetait de la liqueur, de la crème glacée. Puis ça faisait un petit revenu pour financer un peu les dépenses. En 1962, une entente a lieu entre l'OTJ et Saint-Joseph-des-Érables pour reconstruire le moulin, qui est devenu dangereux. L'entente n'a pas de suite et le moulin est démoli. La roue et la mécanique sont ainsi restées exposées à l'air jusqu'à ce qu'elles pourrissent. En 1970, le maire Ouellet s'est insurgé contre cet immobilisme sans résultat. Pendant toutes ces années, une seule tragédie est survenue. Le 27 juillet 1967, un jeune homme a perdu pied à la chute et s'est noyé. Fin 1967, le ministère de la Voirie prend la décision d'acheter l'OTJ située au Moulin des Fermes. 1967 aura été la dernière année de baignade dans la rivière. Dès 1967, sous Paul Allard de l'Union nationale, le ministère du Tourisme dévoile une maquette où le site était destiné à devenir un centre de plein air. En août de la même année, le ministère des Travaux publics fait des offres d'expropriation aux propriétaires. Peu de temps après, le terrain de M. Paul-Émile Roy est exproprié pour en faire un camping provincial. Les travaux débutent en automne 1968. En 1969, une piscine est construite de l'autre côté de la rivière et une passerelle est érigée pour y donner accès. Le camping sera enfin réalisé en 1970. Pour agrandir le centre, d'autres expropriations sont projetées des deux côtés de la rivière des Fermes jusqu'au trou à Louisette, limitrophe à Saint-Frédéric. Mais le projet est abandonné par le Parti libéral. Bien, au-dessus du moulin, au-dessus de la chute, il y avait le camping et il mettait les roulottes par en haut. Il avait fait une petite passerelle, puis là, il avait organisé une belle piscine. En 1974, le Club des Élans signe un bail de 50 ans avec le ministère du Tourisme et le centre de plein air est créé. Les projets ne manquent pas. Hébertisme, chalet, piste de ski de fond, qui rejoint celle de Vallée-Jonction, etc. La liste est longue.
En 1988, la ville de Saint-Joseph prend possession du site et en assure la continuité. En 2012, avec M. Réal Audette en tête, l'Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes est créée. L'association assure la continuité de ce qui a été commencé et projeté par les organisations précédentes. La municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a été propriétaire dans les années 60, avant le ministère du Tourisme, et a de nouveau acquis le Moulin des Fermes en 2020. L'ouragan Irène, en août 2011, a causé des dommages importants, mais pas aux ruines. Depuis, rien ne paraît plus et la municipalité a apporté beaucoup d'améliorations avec l'objectif d'y attirer ses citoyens. Toute la communauté de Saint-Joseph-des-Érables est attachée au Moulin des Fermes. Chaque année, le social des Josérabliens attire ses citoyens, qu'ils soient actuels, anciens ou nouveaux, pour un rassemblement dans ce lieu. Ça, le Moulin des Fermes, c'est comme quelqu'un disait, c'était magique, ça. Le monde en parle encore, puis c'est resté. Aller au Moulin des Fermes, c'est un lieu pour se divertir. C'est un beau site, puis c'est tranquille. Et le monde aime ça, s'asseoir à côté de la rivière. Un rêve serait de rendre à ce lieu sa magnificence d'antan, du temps où le moulin était au cœur de la municipalité. La reconstruction du moulin a été envisagée plusieurs fois, mais n'a jamais abouti. Peut-être qu'une prochaine fois sera la bonne.